Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le Djibouti vibre au rythme de la campagne électorale en vue de la présidentielle du 9 avril. Le président sortant Ismail Omar Guelleh fera face à l'homme d'affaires Zakaria Ismail Farah, apparu pour la première fois sur la scène politique il y a 2 mois. Son portrait dans ce journal. Il quitte le palais présidentiel, mais pas la scène politique. Alors qu'il se prépare à remettre le flambeau à Mohamed Bazoum, le président nigérien sortant Mahamadou Issoufou annonce le lancement d'une fondation pour promouvoir les idéaux démocratiques. Et enfin, il représente plus de 60% de la main-d'œuvre agricole. Pourtant, il bénéficie rarement des mêmes droits que les autres acteurs du secteur. Comment placer enfin les femmes et les jeunes au centre de l'agriculture africaine? Élément de réponse à suivre. Mais avant de développer ces titres en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a trouvé un remplaçant à Patrick Achi, confirmé au poste de Premier ministre. Il a choisi Abdourahmane Cissé comme secrétaire général de la présidence. Abdourahmane Cissé, 39 ans, qui occupait jusqu'ici le poste de ministre du pétrole dans le gouvernement sortant. Ingénieur de formation, il a démarré sa carrière en tant que trader avant de rentrer en Côte d'Ivoire en 2011. En choisissant Abdourahmane Cissé comme secrétaire général, en duo avec Patrick Achi à la primature, le chef de l'État ivoirien fait le choix d'un tandem de technocrates au sommet de l'exécutif. Il y a quelques mois encore, Zakaria Ismail Farah n'était qu'un simple homme d'affaires djiboutien. Il est à présent prétendant à la magistrature suprême face au président Ismail Omar Guelleh. Mais qui est-il réellement et que propose-t-il au peuple djiboutien? Son portrait dans ce reportage de nos envoyés spéciaux sur place. La campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 9 avril 2021 a débuté ce vendredi 26 mars à Djibouti. 2 candidats sont en lice. Un qu'on ne présente plus, le président sortant Ismail Omar Guelleh, et son unique challenger, Zakaria Ismail Farah. L'homme dont on sait peu de choses est apparu sur la scène politique djiboutienne pour la première fois il y a 2 mois sur les réseaux sociaux, alors qu'il annonçait sa candidature pour le scrutin d'avril prochain. Né à Djibouti, Zakaria Ismail Farah, 57 ans, est le président du parti MDEND. Il est un homme d'affaires qui jusqu'ici n'a jamais eu d'expérience en politique. Mes chers compatriotes, je viens aujourd'hui me présenter à vous. Je suis Zakaria Ismail Farah et je suis né le 29 octobre 1964 à Djibouti. J'ai décidé de me porter candidat aux élections présidentielles de notre pays qui auront lieu, Inch'Allah, le 9 avril 2021. Je serai à cette occasion le porte-étendard des laissés pour compte des Djiboutiennes et des Djiboutiens d'en bas. C'est dans ce cadre-là que je compte aujourd'hui vous faire part de mes initiatives et mes actions. En effet, mon programme consiste à introduire un changement axé sur un développement humanisé, en restaurant la confiance et l'espoir de notre peuple, en supprimant toutes les formes d'inégalité qui prévalent actuellement dans notre pays et en redonnant de la crédibilité à notre pays. C'est la raison pour laquelle je vous demande de participer massivement à cette élection afin de refuser l'immobilisme et de donner un nouvel élan à notre pays. Je serai le candidat du changement, le candidat du rassemblement et le candidat d'une nouvelle ère. Merci beaucoup. Près de 200 000 électeurs djiboutiens sont appelés aux urnes pour départager les 2 candidats en lice. Qui de l'expérience ou du renouveau l'emportera? Et sachez qu'Africa 24 a déployé sur place un dispositif exceptionnel pour vous faire vivre les temps forts de la présidentielle du 9 avril à Djibouti à travers un journal de campagne, des débats et un débriefing des experts à suivre quotidiennement jusqu'au 7 avril sur notre antenne.
Il y a une vie après le pouvoir. Ce sont les mots du président nigérien sortant Mahamadou Issoufou qui, à quelques jours de son départ du palais présidentiel, a annoncé le lancement d'une fondation qui porte son nom, à son credo « Penser pour agir » à travers 4 domaines d'intervention, la démocratie et le panafricanisme, la paix et le développement du capital humain ainsi que le climat. Reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Il y aura une vie après la présidence, disait le président Issoufou Mahamadou dans une de ses récentes déclarations. Cette vie d'après-présidence ne sera pas du tout repos pour le chef de l'État nigérien en fin de mandat. En effet, Issoufou Mahamadou entend poursuivre ses actions au service du développement du Niger à travers la FIM, Fondation Issoufou Mahamadou, dont les domaines d'action sont entre autres la démocratie et le panafricanisme, la paix, mais aussi le développement du capital humain. Dans moins d'une semaine, j'entamerai une nouvelle vie, une vie différente, mais une vie qui sera caractérisée par la permanence de mes convictions, c'est-à-dire des valeurs auxquelles j'ai toujours cru pour animer une fondation. La fondation Issoufou Mahamadou. Avec pour devise « Penser pour agir », la FIM entend promouvoir des valeurs de diversité, d'efficacité, d'équité, d'intégrité, de participation et de transparence. La fondation Issoufou Mahamadou s'attachera aussi dans la promotion des idéaux démocratiques, notamment en encourageant les débats d'idées. Des actions de développement durable dans les domaines économiques, politiques, social, culturel et environnemental seront au cœur des activités du FIM. Les revenus tirés du prix Mo Ibrahim serviront entre autres au financement des activités de la Fondation, investir dans l'éducation, notamment dans la scolarisation des jeunes filles, dans la santé, notamment dans la santé de la reproduction, dans l'accès à l'eau, feront partie des priorités de la Fondation Issoufou Mahamadou. Pour rappel, la décision du président Issoufou Mahamadou de ne plus se présenter pour un 3e mandat dans un contexte sous-régional et continental où cela semble devenir la règle, lui a valu selon les analystes une grande reconnaissance à l'échelle internationale. Il s'est ainsi vu attribuer plusieurs prix, dont celui de Mo Ibrahim pour le leadership africain et le trophée de l'Africain de la décennie. De grands projets se profilent à l'horizon pour la filière riz en Côte d'Ivoire. Le gouvernement qui mise désormais sur l'industrialisation compte irriguer plus de terres cultivables. Une restructuration de la filière est également annoncée avec en ligne de mire l'autosuffisance en riz à l'horizon 2025. Les détails avec Ange Bijouno-Megno. La Côte d'Ivoire a de grands projets pour sa filière riz. Dans un premier temps, le pays compte relever le défi de l'irrigation qui reste jusqu'alors limité. 35 000 hectares de terres ont seulement été irrigués, alors que le pays dispose de 900 000 hectares de terres cultivables en riz. Les grands projets que nous avons, c'est d'abord d'irriguer 500 000 hectares en 10 ans au niveau de la Côte d'Ivoire. Et pour nous, jusqu'à présent, c'est l'État qui a fait l'irrigation. Malheureusement, cette irrigation-là n'a pas donné les résultats escomptés. Raison pour laquelle les barrages qui ont été faits à grands frais ont été abandonnés. Donc il s'agit aujourd'hui de réhabiliter ces barrages et pour qu'on puisse repartir avec la production rizicole. La Côte d'Ivoire compte également relever le défi de la mécanisation, de l'industrialisation et de la structuration de la filière riz. Pour ce faire, le pays a besoin de partenaires financiers pour l'accompagner dans cet objectif. Et tout ça, ce sont des grands projets qui demandent des montants importants. Des montants très importants, sans compter la fertilisation des sols, sans compter également le conseil agricole qui est un pan important et surtout la production de semences. La Côte d'Ivoire est 6e au classement des pays producteurs de riz en Afrique subsaharienne et 2e importateur de la céréale dans la dite zone. D'ici 2025, le pays compte atteindre une production de 2 millions de tonnes de riz blanchi contre 1,2 million de tonnes actuellement.
Lubumbashi n'a plus rien à envier à Kinshasa, du moins en ce qui concerne les commerces. La deuxième ville de la République démocratique du Congo s'est dotée d'un gigantesque mall, 5500 mètres carrés de magasins et de boutiques dans le prestigieux quartier du Golfe. Construit par l'entreprise Rigos, l'édifice est la preuve du savoir-faire congolais. Immersion avec Aïssatou Diamanka-Besland. Inauguration dans la ville de Lubumbashi d'un complexe commercial appelé Golf Mall. Construit sur un espace de 1 hectare, soit 10 000 m², sur une surface bâtie de 5 500 m². Ce mall abrite Shoprite, la société sud-africaine qui s'installe progressivement en République démocratique du Congo. Pour la population de cette ville, c'est un ouf de soulagement. Shoprite dans la ville de Lubumbashi, c'est une délivrance. Sortir ici pour aller en Zambie acheter à manger, moi je pense que cette histoire vient de prendre fin. Vous savez, nous quittons Lubumbashi pour aller en Zambie, payer le visa, faire le transport, c'est tout le risque possible. Mais Shoprite vient d'arriver dans la ville de Lubumbashi. Situé au Golfe, un quartier riche de Lubumbashi, Golf Mall est construit par Rigos, qui est une société congolaise de génie civil. Dans un contexte où l'accès au marché a toujours été un réel casse-tête pour les sociétés locales, c'est donc une preuve de savoir-faire des Congolais qui est ici mise en exergue, estime l'ingénieur John Agaré, CEO de Rigos. Ce n'est qu'une fierté pour les entrepreneurs congolais, c'est une fierté aux jeunes ingénieurs congolais, c'est une fierté aux main-d'œuvre locales. Jadis, ils disaient que voilà, les gens ne font rien, les gens sont paresseux, mais je vous assure, 95% de main-d'œuvre que nous avons utilisé ici sont venus de Lubumbashi. Les entreprises qui ont eu à sous-traiter ici sont venues de Lubumbashi. Nous avons travaillé ensemble, main dans la main. Avec sa densité, la République démocratique du Congo est un marché intéressant pour Shoprite qui nourrit l'ambition de se déployer à travers tout le territoire congolais. Déjà présent à Kinshasa, cette société commerciale vise désormais la ville de Kolwezi dans la province de Lualaba où les travaux de construction d'un autre Golf Mall doivent être lancés dans quelques mois, toujours avec Rigos qui a aussi construit le Golf Mall de Kinshasa. L'agriculture a toujours été une affaire de femmes sur le continent. Elle est désormais de plus en plus une affaire de jeunes. Ensemble, ils forment l'épine dorsale de l'économie rurale. Seulement voilà, ils peinent à trouver des financements pour donner une nouvelle dimension à leurs activités. Les observateurs appellent les décideurs à œuvrer en ce sens. Ange Bijono-Benio. L'agriculture africaine a de réels potentiels en ressources humaines. La majorité de la population est jeune et a moins de 24 ans. Elle possède donc la force nécessaire pour générer des revenus. Mais pour l'instant, ce maillon fort de la chaîne n'est souvent pas trop pris en compte. Nos populations africaines sont très jeunes. Les femmes, dans le secteur agricole, les femmes produisent 80% de l'aliment. Et les femmes représentent 52% en matière de force agricole, de travail. Et ces femmes-là ont des limites en matière d'accès aux ressources productives, la terre, les intrants, la formation. Si nous, l'Afrique, nous avons un objectif de nourrir ou bien de pourvoir à un besoin d'un marché qui s'évalue à 1,2 milliard de personnes, il est important qu'en amont, on puisse s'appuyer sur les acteurs stratégiques qui peuvent nous emmener à avoir ces productions-là. D'ici 2050, l'Afrique doit pouvoir nourrir 9,1 milliards de personnes. Pour atteindre cet idéal, le niveau de production agricole doit dépasser les 75%. Un investissement dans les ressources humaines s'avère plus que nécessaire dans ce cas de figure. Nous avons des obstacles, nous avons des difficultés. Nous avons par exemple des limites de production. Quelles sont les usines qui vont être créées s'il n'y a pas de production ? Et si on a besoin de production, quels sont les acteurs ? Les jeunes et les femmes peuvent constituer un véritable levier de développement pour l'agriculture africaine. Selon la Banque mondiale, les femmes produisent jusqu'à 80% des denrées alimentaires destinées à la consommation des ménages et à la vente sur les marchés locaux.
Dans le reste de l'actualité, au Sénégal, les familles déplacées pour la construction du train express régional ne décolèrent pas. Et pour cause, elles tardent à obtenir les titres fonciers viabilisés. Sur près de 2500 chefs de famille concernés dans le département de Pikine, seuls 800 ont été relogés. Les membres du collectif des impactés du TER dénoncent des lenteurs insupportables et appellent à des solutions dans les plus brefs délais. C'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants. Une nouvelle édition de l'information.